Bonjour et bienvenue dans Regard de Femmes sur Télésud. Au programme aujourd'hui, nous recevons Suna Moya, directrice artistique et designer de bijoux. Elsie viendra nous rejoindre pour nous dresser un portrait de femme. Nous retrouverons notre revue de presse avec Laura. Et enfin, Clémentine nous emmènera au Québec, Association Québec. Suna, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, il y a énormément de choses à dire sur ton parcours. Tu as une expérience très riche. Alors, ancienne mannequin, aujourd'hui designer de bijoux, directrice artistique en France, mais aussi à travers le monde. Oui. Raconte-nous un petit peu comment es-tu passée du monde du mannequinat à ce monde plutôt backstage de production, direction artistique. D'accord. Je commence mon carrière comme mannequin. Je commence à 14 ans. 14 ans. Je commence en Angleterre. Après, je suis partie au Japon. Je suis métisse. Égypte et irlandaise. Après, je fais mannequin partout dans le monde. Partout au Japon, Hong Kong, Philippines, Avec quel London, photographe France, tu as bossé? partout. Beaucoup. Beaucoup de designers. Beaucoup de designers, beaucoup de photographes. Et après, je suis installée à Paris. Quand je suis installée à Paris, je commence à travailler avec un styliste de Saudi Arabie. Il s'appelle Yahya El-Bishri. Yahya El-Bishri, en effet. Grand designer saoudien. Oui, saoudien. Que tu as accompagné en tant que modèle ou c'était... Je suis la muse dans l'époque de Yahya. Très bien. Et je voyage partout avec Yahya. Nous souvent partir dans le Moyen-Orient. Et je suis très impressionnée par Yahya à cause il est saoudien, mais il a un esprit très globe-trotter, très moderne. Très libre et moderne. Oui. Ça a été une grande inspiration, Yahya, au cours de ta carrière. Extrêmement. C'est une leçon pour moi. Ouais, et c'est à ce moment-là que tu te diriges un peu plus vers la direction artistique. On sait que tu bosses pour différents magazines, différents non, je commençais avec Yahya comme mannequin et après dans le backstage. D'accord. Je fais le casting de le mannequin, j'organise le photoshoot, je fais beaucoup de défilés, les attachés de presse. Comment on choisit un modèle justement pour un défilé ou pour un photoshoot? C'est difficile, parce que c'est pas toujours le plus belle qui est choisi. C'est aussi la personnalité, le style. Ouais. Chaque designer avait son propre style de mannequin. C'est pas évident, mais chaque modèle, elle a son chose, elle a son propre personnalité. Elle a sa personnalité qui, en fonction d'une marque à l'autre, selon le designer, et pour un photoshoot aussi, j'imagine, selon l'histoire qu'on a envie de raconter dans un éditorial, par exemple aussi. On a pas mal d'images, on voit des shootings. Du coup, tu fais de la direction artistique, comme je le mentionnais tout à l'heure. Oui, le directeur artistique et la creative direction. Je travaille avec mon photographe qui est japonaise, Naruko Spears. Je travaille avec une équipe et je voyage partout dans le monde. Du coup, là, ça a encore évolué. On parlait tout à l'heure de casting. Là, à cette heure-ci, tu gères un peu, tu chapeautes absolument tout. C'est-à-dire que tu choisis ton photographe, le stylisme, absolument tout le modèle. Première chose, j'ai vu la location. D'accord. Après la location, j'ai vu le vêtement qui correspond avec la location. D'accord. Donc d'abord, on trouve le lieu de shooting, finalement, et ensuite le modèle qui va correspondre à cet endroit, ce pays aussi, parce que tu as énormément voyagé. Oui. Tu as bossé c'est incroyable, dans des pays des différents continents. Tu as fait un peu le tour du monde. Tu as bossé en Afrique, tu as travaillé en Afrique, en France, dans les Émirats, en Arabie Saoudite. Oui, Russie, partout. En Russie. Comment ça se passe? Mais j'aimerais qu'on regarde quelques images de vidéos et tu vas nous donner un peu de détails justement sur comment ça marche d'une culture à l'autre. Quelques images?
Magique ces images. Alors, dis-nous un peu dans quel contexte, quel shoot, de quel shoot? Ça, c'est la maison d'école et c'est une styliste d'Azerbaïdjan, D'accord. basée à Australie. Elle nous fait le shoot à Paris, dans pas l'embassy, Au consulat. consulat d'Azerbaïdjan. Azerbaïdjan à Paris. Nous avons la chance de faire ça, parce que c'est vraiment à côté de l'Eiffel Tower et c'est vraiment image Paris. C'est la vraie image Oui. parisienne Oui. qu'on attend, Oui. le glamour et Oui. ce qu'on attend de Paris. Oui, oui, oui. Et C'est est-ce que du magique. coup, c'était un éditorial? C'est un C'est à éditorial. destination d'un magazine? Oui, c'est pour le magazine et c'est aussi pour le designer. Oui. Très bien. Justement, en parlant de magazine, tu es la directrice artistique du magazine Oui. Al-Sharkia, Oui. qui est un magazine en print. Oui. Comment ça se passe cette aventure? Magazine Al-Shikr, c'est un magazine saoudien. Très bien. Et c'est pour le Moyen-Orient, c'est pour tout le pays dans le Moyen-Orient, basé entre Saudi Arabie et Égypte. Ça existe quelques points de vente à Paris et London. Et du coup, en termes de contenu pour ce magazine, j'imagine que tu as Oui, des c'est règles à l'haute couture. respecter. C'est la couture, mais souvent j'essaie de trouver les stylistes partout dans le monde, le nouveau styliste et le styliste qui correspondent pour la clientèle Moyen-Orient. On reste dans quelque chose de moderne, mais est-ce que du coup, on est limité en termes de... Pour les mêmes photos, par exemple sur le shoot qu'on a pu avoir à Pour le l'image tout à visual- l'heure? Pour le visuel, nous sommes limités à l'époque. C'est très difficile, le décolleté, ou le bras, ou le dos, ou les jambes. C'est beaucoup de choses dans... Ça ne passe pas, c'est interdit. Oui, c'est Est-ce que difficile. ça a évolué? Parce que ça fait quelques C'est années que évolué tu bosses beaucoup. avec l'Arabie Beaucoup, Saoudite. Il y a eu un changement, C'est changé beaucoup. Dans tout le cas, c'est changé. une grande ouverture. Énorme ouverture. On va passer à d'autres destinations, mais avant, on va se mettre quelques images, justement. Memories, fantasies, and dreams. Between darkness and light. Yesterday and today. Hearts all eternal. Sublimes images à nouveau. Alors, dis-nous un peu ce shoot-là. Dans quelles circonstances? Quel designer? Est-ce qu'on voyage oui, encore? Quel pays? Je voyage dans l'image. Actuellement, c'est fait à Paris, avenue Foch. C'est un musée de masques. Et le styliste, c'est Marcel Topolo. C'est un styliste de Cameroun. Du Cameroun. Oui, et c'est vraiment un scénario, comme un fairy tale. Et j'ai aimé beaucoup cette shoot, c'est un mélange de tout le monde. Et du coup, pour rajouter encore une corde à ton arc, il y a aussi la musique qu'on a entendue. Oui, j'ai écrit Tu le as mot écrit? pour la musique et c'est Sarah Ayoub qui chantait ça pour nous. Ça, c'est notre équipe, encore avec Narocus Spheres, qui travaille avec moi souvent. Et c'est vraiment... j'ai adoré cette vidéo, c'est magique. C'est magnifique. Et les masques. Oui. Et je voudrais revenir sur quelque chose, parce que le monde du magazine, du print, on sait que les budgets sont assez serrés, voire très, très, très limités. Oui. Est-ce qu'on arrive à en vivre, du coup, de tous ces shootings? Comment ça se Non. passe? Rémunérer toute cette équipe qui bosse avec C'est toi? très difficile. Le budget, c'est limite. C'est limité. Oui. C'est pour ça que je fais une production. Production. Un site de production. La production, du et- coup, où tu peux travailler sur des campagnes. Oui, je travaille mode. sur la campagne pour les différents designers partout dans le monde, la même chose. J'ai mon équipe, j'ai le photographe, filmmaker, mannequin, tout qui est nécessaire. Locations, comme je voyage Oui. beaucoup. Et comme aussi, je travaille avec l'équipe de Miss Serbie. L'Asie, comment ça se passe pour l'Asie? Parce que je sais que tu travailles aussi pour un magazine Oui. basé là-bas, Oui. QCEG. Oui, c'est un magazine qui, c'est depuis 8 mois.
C'est tout récent. nous fait le concept de cette magazine. C'est entre China, chinois, en anglais. Et en septembre, nous faisons en français et après, nous faisons en arabe. Comment ça se passe avec la Chine? Parce qu'on a voyagé dans le Moyen-Orient, il y a le côté Oui, avant Europe. j'habite en Japon. L'Asie, comment ça se passe est-ce qu'en termes de règles de travail ou de conditions, ou est-ce que aussi tu es limité? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux, ne peux pas Oui, faire? c'est nécessaire de faire attention dans chaque culture. À cause, pour pas disrespect, de faire disrespectful. De respecter la tradition et la culture de chaque pays, chaque personne. On va quand même parler du design. Tu fais des bijoux magnifiques. Je pense qu'on va avoir quelques images à l'écran. Donc tu as ta propre marque de bijoux. Oui, mais avec toutes les autres choses, je suis limitée de faire le bijou tout le temps. Mais quand je fais le bijou, je relaxe. Et c'est inspire moi, c'est un temps pour relaxation. Eh bien, on va se relaxer, on va terminer de se relaxer ensemble. Merci énormément pour ta présence. Merci pour ce moment. Merci. Et à très très bientôt, beaucoup. je suis sûre. On se retrouve tout de suite avec Elsie. Alors après avoir voyagé, avoir fait le tour du monde, on revient en France et à Paris plus précisément, Elsie. De qui nous parles-tu avec un portrait de femme à nouveau? Oui, alors aujourd'hui, je vais vous parler d'Anne Hidalgo. Et Katia, Anne Hidalgo serait-elle la prochaine présidente de la France pour les élections 2022? Anne Hidalgo, notre maire actuelle, maire de Paris actuelle. Exactement, et candidate à sa propre succession. Moi, je vais plutôt m'axer sur une potentielle et une éventuelle candidature d'Anne Hidalgo donc pour les présidentielles 2022. Et si c'était elle, Katia, la candidate du Parti socialiste pour 2022? Dis-nous tout, qu'est-ce qui te fait dire ça? Est-ce qu'elle a concrètement ses chances? Parce qu'elle n'est pas très soutenue en ce moment. Il y a eu pas mal de... Écoute, moi je pars juste d'un seul constat. Si on se remémore les anciens débats qu'on a eus, notamment celui de Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy en 2007, et le dernier, le plus récent, donc celui de Marine Le Pen et Emmanuel Macron, et leur fameuse poudre de perlimpinpin, on peut le dire, Katia, les femmes n'ont pas trop brillé dans les débats présidentiels, notamment le dernier épique entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Donc moi, je pense que Anne Hidalgo, elle a toutes ses chances, et je vais peut-être te dire pourquoi tout de suite. Donc Anne Hidalgo, c'est vraiment une dure du Parti socialiste. Elle avait pour mentor en fait Bertrand Delanoë. Anne Hidalgo, pendant son mandat depuis 2014, a tenu Paris d'une main de maître. Donc d'où part en fait cette idée qu'elle pourrait potentiellement être à la présidentielle 2022, ça commence en 2016. Pourquoi elle aurait ses chances, vraiment? Elle aurait ses chances, si tu veux, parce que Anne Hidalgo, elle est membre du Parti socialiste donc, depuis très longtemps. Elle a été adjointe au maire de Paris entre 2001 et 2014. Donc, elle a aussi été également conseillère donc, en Ile-de-France. Elle a passé d'ailleurs des accords avec les Verts. Exactement. Ce qui est pas mal, on est en dedans. plein dedans et tout, entre 2004 et 2014. Et en plus, en 2014, faut le signaler, Anne Hidalgo, elle a été la première femme maire de la ville de Paris. Donc, ces chances sont lesquelles on se souvient notamment de Jacques Chirac, qui est un socialiste et qui a fini finalement président de la République. Donc, on pourrait représenter que Paris est considéré plutôt comme un tremplin, tu sais, pour les présidentielles. Donc, pourquoi pas l'avoir effectivement à cette marche-là. Oui, Chirac, qui n'était absolument pas socialiste, n'est-ce pas? Oui, pardon. C'était pour dire en fait que tu l'aies mentionné. Ouais, pardon. C'était pour dire qu'en fait Paris a souvent été, sous la houppette un peu socialiste. Donc pourquoi pas, voilà. Pourquoi pas, on peut visualiser l'affaire. Du coup, c'est les obstacles là. Qu'est-ce qui pourrait l'empêcher finalement d'accéder à cette marche ultime? Eh bien, déjà, ce serait Anne Hidalgo elle-même, puisque dans les colonnes d'un quotidien régional, elle l'a cité, et elle le dit, c'est une promesse qu'elle a faite depuis 2014, et elle l'a redit lorsqu'elle a annoncé donc, être candidate à sa propre succession. Elle a dit « Je ne serai pas candidate à la présidentielle 2022, car, Katia, maire de Paris, c'est le plus beau des mandats. » Donc voilà, déjà, Anne Hidalgo a fait cette promesse de rester fixée sur Paris. Donc... Alors, les promesses en politique, on dit qu'on n'y va pas jusqu'au moment où on se présente. Généralement, c'est toujours la même stratégie. Donc, exactement. On ne peut pas vraiment se fier, à mon avis, à
à ces dires-là. Exactement, et tu partages justement l'avis de ses détracteurs qui, comme je le disais avant, la soupçonnent d'utiliser Paris comme un tremplin. Et puis, certaines mauvaises langues disent, oui, Chirac, ok, il a été président, mais lui, il a été maire quand même à Paris pendant 18 ans et il a été Premier ministre. Donc finalement, c'est pas les mêmes... C'est pas une suite logique, là. C'est pas une suite logique. Et puis il y a aussi son bilan un petit peu mitigé à Paris. Certains l'accusent s'être un peu boboisé. L'endettement de Paris a augmenté, donc est passé de 1 milliard en 2001, à l'époque de Bertrand Delanoë, à presque 6 milliards aujourd'hui. Mais elle a... Ce qu'on ne peut pas lui enlever quand même, c'est d'avoir vraiment porté les Verts, du coup, et avoir mis vraiment en avant l'écologie. Exactement ça. De ce côté-là, son bilan, effectivement, il reste positif. C'est pour ça que je parle effectivement de bilan mitigé. Donc voilà, mais si on s'en réfère par exemple en 2016, on peut dire qu'à l'époque, par rapport à une étude du baromètre Ipsos, elle avait quand même 36% d'avis défavorables contre 34% d'avis favorables. Je vais te demander à toi, ton avis, ton pronostic. Mon pronostic, je pense qu'elle serait candidate, Anne Hidalgo. Et présidente ? Présidente, je ne sais pas, mais il faudrait qu'elle arrive en fait à... Parce que son obstacle de taille, en fait, dans son parti, c'est, tiens-toi bien, Ségolène Royal. Ça pourrait être Ségolène Royal. Le retour de Ségolène qui, bon, j'ai pas envie de dire qu'elle est finie, ce serait méchant de dire ça, mais on va rester sur ton pronostic. J'aime bien. Donc, face à face. Réponse aux prochaines élections. Exactement, Katia. Merci, Elsie. Je t'en prie. Merci bien. La revue de presse de Laura. Bonjour à tous, bienvenue dans votre revue de presse. Nous allons aujourd'hui nous consacrer à l'Afrique car il y a eu beaucoup de rebondissements dans la presse sur le continent ces dernières semaines. Au sommaire aujourd'hui, Finance News dans La Quotidienne avec son article sur le kit de diagnostic 100% marocain. Nous allons évoquer aussi le journal du Niger.com sur les taux de guérison au Nigeria du Covid-19. Nous allons parler du Togo avec le journal en ligne republicoftogo.com sur les trains qui ont toujours la priorité. Nous finirons cette rubrique avec un article effrayant du journal en ligne 24 heures sur le traitement inhumain au Bénin. On démarre tout de suite avec Finance News dans la rubrique La Quotidienne du 1er juin. Créée en 2007, la fondation marocaine Messire est une institution de recherche et de développement basée à Rabat. Elle a pour objet de promouvoir et de développer au Maroc des pôles de recherche et de développement répondant aux besoins en technologie avancée au pays. Notamment dans le secteur de la biologie médicale, celle-ci a conçu le premier kit 100% marocain de diagnostic du Covid-19 qui a été testé et validé par les forces de l'armée royale, la gendarmerie royale, sans oublier l'Institut Pasteur de Paris. Fort de son expérience d'une dizaine d'années dans le développement de kits de diagnostic moléculaire, Messire a entrepris dès le début de la crise sanitaire mondiale de mettre au point un test diagnostic qui a pour caractéristique d'être spécifique, à haut degré de sensibilité et de fiabilité avec un coût maîtrisé. Une fois mis au point dans les laboratoires de biologie médicale, Messire a soumis des tests à une série de processus de validation dans des centres de biologie et virologique de référence à échelle nationale et internationale, et c'est ce qui a permis d'attester l'efficacité et la fiabilité de ce kit. Un grand bravo au Maroc, on espère que ce kit mis en place permettra de sauver des vies. On finit ce sujet en images avec le reportage de Midi One TVA Afrique. Dès que le Covid-19 a été qualifié de pandémie par l'OMS en date du 12 mars, l'équipe de biotechnologie médicale, en s'appuyant sur l'expertise en matière de développement de kits de diagnostic moléculaire construite sur les 10 dernières années, a voulu relever le défi en développant un kit de diagnostic du SARS-CoV-2 qui se base sur la méthode PCR en temps réel préconisée par l'OMS. À l'issue de nombreux essais, le test développé par la Messire a obtenu la validation de laboratoires agréés nationaux et étrangers ainsi que de l'Institut Pasteur de Paris. Le kit de diagnostic marocain se range désormais au même niveau que les tests utilisés à l'échelle internationale. On continue avec le journal du Niger.com avec à la une du 2 juin, le Niger qui fait partie des 5 pays ayant le plus de taux de guérison les plus élevés pour le Covid-19. Cela a été annoncé par l'INS dans sa note technique sur l'évolution de la pandémie publiée le 1er juin.
Le document précise qu'au 31 mai, le nombre total de personnes guéries du Covid-19 au Niger est de 869 individus sur les 958 personnes déclarées positives à la même date. L'Institut national de la statistique précise que 8 patients sur 10, soit 87%, sont guéris du virus et que seulement 55 cas au nombre total, personnes déclarées positives au Covid-19, sont encore sous traitement. L'INS informe également que la courbe des nouvelles infections journalières continue d'afficher une tendance à la baisse depuis le 12 mai, en raison du recul de la pandémie dans l'ensemble du pays, particulièrement à Niamey et à Zinder, qui sont les 2 principaux foyers de contamination au Niger. Un grand bravo au Niger pour ce classement dans le top 5. On poursuit avec le Togo et un article choquant s'intitulant « Les trains sont toujours la priorité » paru dans le journal en ligne republicoftogo.com du 2 juin. Ce petit article aborde la question récurrente des collisions dans les passages à niveau au Togo. Il relève des chiffres hors normes. Une dizaine de collisions entre les trains et des conducteurs ont été enregistrées en 1 an. Une situation que déplore la prévention routière qui invite les conducteurs à la plus grande prudence tout en rappelant que les trains ont toujours la priorité. 98% des accidents routiers au passage à niveau au Togo sont dus au comportement imprudent des usagers de la route. Togolais et Togolaises, nous vous invitons à la plus grande prudence. Soyez vigilants quand il s'agit de traverser un passage à niveau. On termine avec un article abominable dans le journal en ligne 24 heures, avec à la une du 2 juin un article qui dénonce les traitements inhumains et dégradants à Adjara dans le département de Ouém au Bénin. Au moins 5 personnes portées disparues depuis quelque temps viennent d'être retrouvées, enchaînées comme des esclaves, à Adjara dans le village de Ahamey. Akpedje Ayoso, dans ses écrits, revient sur le scénario de cette effroyable découverte dans une maison interdite d'accès d'un homme seul qui vit au village. Les rescapés, qui sont majoritairement des femmes et des enfants, ont été retrouvés jeudi 28 mai, après plusieurs jours de répartition, par leurs proches. Les ravisseurs, quant à lui, a été arrêté par la police et sera présenté au procureur de la République. D'après certaines indiscrétions, il pourrait s'agir d'un réseau de trafiquants d'êtres humains qui s'adonnent à des rituels. Comme toujours, nous apportons tout notre soutien aux victimes dans l'épreuve qu'elles viennent de subir. C'était le dernier sujet du jour. Votre revue de presse est déjà terminée, mais on se retrouve dès demain, même heure, même ambiance, pour une nouvelle revue de presse pleine de découvertes. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et à demain. Merci beaucoup Laura pour ce tour d'actualité. Clémentine. Bonjour Katia. Voilà, bonjour, comment vas-tu? Moi je vais très bien et toi? Très très bien. Il me semble que tu nous emmènes au Québec. J'aime bien voyager moi. Ouais, tabarnak, ça n'a pas de bon sens. On part au Québec aujourd'hui, on adore ça, on est bien content d'être là. Je savais pas que tu avais des origines. Je suis une grande fan de Céline et donc du coup... Très bien, dis-nous tout. Ça va. Tout. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'accorderie. L'accorderie, c'est quoi? C'est un concept solidaire né en 2002. Donc, qui est présent à Québec, mais qui aussi, c'est un concept qui est présent dans le monde entier. En fait, c'est un principe de troc, d'échange, pour donc, lutter contre la pauvreté, contre l'exclusion, et pour favoriser la mixité sociale. Donc, intéressant. Ouais, c'est un super projet. On est dans le mille avec ce qui se passe, on va vers ça. C'est ça. En fait, c'est une nouvelle manière de consommer, une nouvelle manière de voir la vie, de consommer la vie. Et puis, on utilise des ressources qu'on a déjà. Donc, on peut troquer des choses. Donc, ça, c'est le principe de base. Mais on peut aussi troquer des talents, troquer des connaissances. Donc, par exemple, si je suis très forte en algèbre, bon, c'est pas vrai du tout, mais et que je veux donner des cours à quelqu'un, et je peux troquer 1 heure d'algèbre contre un coup de peinture chez moi. Enfin bon, en fonction, c'est en fonction des gens qu'on rencontre. Voilà. Très intéressant. Comment on adhère? Alors, comment ça marche cette organisation? Structure, association? C'est une association où tout le monde peut rentrer, donc tout le monde est le bienvenu. Il y a énormément d'aide aussi aux nouveaux arrivants donc, dans les pays. Donc, pour les personnes migrantes, il y a des aides pour les aider à remplir leur dossier, leur dossier administratif. Ça, c'est assez intéressant parce que quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas, c'est plutôt compliqué. Il y a donc des suivis aussi. Il y a des propositions d'aide aux entretiens, aux entretiens d'embauche. Donc ça c'est pas mal aussi. Et puis il y a aussi une manière
de créer une monnaie alternative. Et donc, du coup, c'est... En fait, il n'est pas question d'argent, enfin, comme on le connaît, il n'y a pas de billets, il n'y a pas de pièces. Non, voilà, il n'est pas question d'argent et c'est ça qui est intéressant. Je trouve que c'est aussi un retour aux sources, un retour à notre ADN d'êtres humains, de troquer, d'échanger, de partager. Ça renforce le lien social et ça, on en a vraiment besoin en ce moment parce que c'est quand même... les temps sont durs. Mais et ce qui est vraiment bien, c'est que il n'y a pas de TVA. Donc tout ce qui est échangé comme produits, services, compétences, talents et tout ça n'ont pas besoin, ne sont pas soumises à la TVA. Et donc, du coup, ce qui n'est absolument pas négligeable. On est bien d'accord. Pas taxé, on adhère. Exactement. Complètement. Tout à fait. Et donc, du coup, on la retrouve en France. Il y a des sites, j'imagine, où on peut retrouver différentes informations pour savoir quel quartier, comment Exactement. s'inscrire. Alors, il y en a par quartier. C'est vrai que moi, j'ai eu une expérience personnelle où j'avais dans mon quartier une association qui faisait ça. Donc, c'est très intéressant. Mais dans chaque pays, il y en a en fait. Parce que c'est vraiment amené à se développer. Ça fait déjà quelques années que ça existe, mais c'est vraiment, vraiment amené à se développer. Et donc, du coup, bon, il y a quand même des bonnes raisons, hein, des très bonnes raisons à aller dans ce genre d'association. Déjà, c'est sympa. C'est bon pour l'environnement, parce que, oui, on fait travailler le commerce de proximité, mais aussi, on ne réutilise pas, on ne rachète pas des choses qu'on a déjà ou que d'autres ont déjà et pourraient nous prêter. Chacun y trouve son compte et ça, c'est vraiment cool. Et puis, le dernier point qui est quand même essentiel aujourd'hui, c'est économique. Voilà, on fait des économies, on adhère à 100%. On adhère, merci, on adore. Clem. Le portefeuille aime ça, le porte-monnaie aime ça. Merci énormément, Clem. Avec grand plaisir, Katia. À demain. Très bonne journée à vous.